À force de regarder l'ampleur du problème, parce qu'en fait c'est grave ce qui se passe quand même, hein. On est juste à un tournant de l'humanité, hein. Et il nous reste très très peu de temps pour agir. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, dans notre sphère d'influence. Et c'est vrai que dans les entreprises on a des leviers que les citoyens lambda n'ont pas forcément. Bon, on sait que le mode de vie des pays à haut revenu, parce que c'est essentiellement nous, hein, qui posons le problème, n'est pas compatible avec la finitude du monde tout simplement. C'est aussi bête que ça. Le vrai levier en fait pour réussir ce qu'on appelle transition, qui n'a toujours pas commencé, la transition énergétique, le premier levier, c'est de faire advenir une société plus sobre, tout simplement. C'est vaincre l'inertie des habitudes, y compris chez nos clients, et même à commencer par nos clients. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Leaf Media. Le podcast de Leaf Media est conçu pour être une plateforme d'échange entre les professionnels de la RSE. L'objectif, c'est de partager des stratégies, des perspectives et des idées pour tous ceux qui travaillent dans le développement durable ou s'y intéressent de près. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Fabrice Bonifay. Fabrice Bonifay est le directeur développement durable et QSE de Bouygues. Il est aussi administrateur du Shift Project, président du Collège des directeurs de développement durable, le C3D, et co-auteur du livre L'entreprise contributive. Sa mission, c'est d'animer et coordonner la démarche de durabilité chez Bouygues, notamment sur les plans de transition climatique et biodiversité, les achats responsables, la mise en conformité CSRD, taxonomie, et le devoir de vigilance aux droits humains, système de management QSE, etc. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu de votre parcours. Vous n'avez pas toujours travaillé dans le développement durable. J'aimerais beaucoup savoir ce qui a un peu provoqué cette bascule. Vous parlez souvent de votre jeunesse comme banale, même de votre service militaire chez les sapeurs-pompiers de Paris ouais. Comme anecdotique. Alors, qu'est-ce qui a justement donné cette bascule dans votre parcours pour arriver sur le développement durable ? Alors quelqu'un de célèbre mais non fréquentable a dit il y a quelque temps que tous ces sujets, on y vient par opportunité et on y reste par conviction quand on a un certain âge. Alors, c'était mon cas aux alentours de 42-43 ans où j'ai eu l'opportunité de voir le fameux documentaire d'Al Gore, là, Une vérité qui dérange. Certains s'en souviennent. Ça a été un peu un premier marqueur de la prise de conscience universelle des problématiques climatiques. Et une fois que j'ai pu voir ce documentaire, mon patron de l'époque qui l'avait vu avec moi, qui s'appelait Olivier Bouygues, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là pour essayer d'accélérer un petit peu la prise de conscience de nos entreprises à l'intérieur du groupe pour qu'ils prennent mieux en compte, ces entreprises prennent mieux en compte cette dimension. Puis on s'est aperçu en creusant un peu qu'il n'y avait pas que le climat, qu'il y avait aussi d'autres thématiques environnementales et sociales à adresser en même temps pour essayer de produire de la valeur économique en essayant de ne pas trop détruire la valeur écologique. Et donc tout a commencé comme ça, donc il y a 17-18 ans là. Et puis ça m'a vite passionné, donc je me suis documenté, formé, parce que j'avais des lacunes dans mon savoir livresque, de manière à être plus pertinent dans les propositions que j'ai pu faire à ma propre entreprise, d'abord, dans un premier temps, pour travailler sur ces sujets, et pour être crédible, et pour faire des choses concrètes surtout. Et puis de fil en aiguille, et puis en participant aussi à des travaux communs dans des associations qui travaillent sur ces sujets, je me suis aussi enrichi de ce que font les autres, parce que le but, c'est pas non plus de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et donc, via le réseau C3D, via le Shift, j'ai pu apprendre plein de trucs qui m'ont permis donc de petit à petit structurer mon approche, ma démarche et maintenant d'en parler aux autres. Parce que j'ai quand même un track record maintenant de presque 17-18 ans de durabilité. Donc je sais ce qu'il faut faire, puis je sais ce qu'il ne faut pas faire non plus. Donc voilà. Oui, en effet, aujourd'hui, vous êtes une référence dans le secteur. Et il y a d'ailleurs des rencontres, je pense, qui ont été marquantes pour vous. Par exemple, celle de Jean-Marc Jancovici. Ah bah oui, bien sûr. Mais j'ai démarré quasiment en même temps que lui. Hein. Donc, Et alors, comment ces rencontres ont un petit peu nourri ce passage justement de l'opportunité à la conviction ? C'est des discussions de gentlemen qui, à force de regarder l'ampleur du problème, parce qu'en fait c'est grave ce qui se passe quand même, hein. On est juste à un tournant de l'humanité, hein, et il nous reste très très peu de temps pour agir.
Et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, dans notre sphère d'influence? Et c'est vrai que dans les entreprises, on a des leviers que les citoyens lambda n'ont pas forcément. Et notre responsabilité, notre dignité même, c'est d'essayer de tenter des choses. Donc au-delà du blabla, du constat, c'est concrètement on fait quoi. Donc essayer de m'interroger sur concrètement on fait quoi. Parce que c'est ça qui est important, le reste, c'est de la mousse, c'est du but de savon, ça compte pas. Évidemment, mais c'est intéressant de savoir aussi pourquoi on fait ça. Ah ouais, de toute façon, c'est sûr que quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment, et les comment, on va devoir les mettre en place rapidement maintenant. Et alors, en parlant du comment, vous avez dit dans une interview, quand je vois ça, ça m'effraie tout simplement. Lorsqu'on est, on ne sait pas quand on va mourir et c'est ça qui rend la vie acceptable. Mais là, avec le changement climatique et ce que les scientifiques nous prédisent, ils sont capables de calculer les trajectoires, l'augmentation des phénomènes climatiques exceptionnels, l'occurrence, la gravité. On sait pratiquement quelle va être la trajectoire. C'est terrible en fait, ça fait juste peur. Fin de citation. Oui, bah c'est vrai, parce qu'il y a des scénarios. Vous savez, le GIEC établit des scénarios, et il y a des scénarios où on baisse rapidement nos émissions, donc bon, bah là, ça reste vivable. Puis il y a des scénarios où on ne baisse pas, et puis ça va devenir invivable, parce qu'on est capable de modéliser en fait comment sera le climat dans quelques années si on continue d'émettre autant de CO2 dans l'atmosphère et qu'on va saturer l'atmosphère de CO2. Donc aujourd'hui, on a 420 ppm de CO2, et on voit déjà les dérèglements climatiques que ça génère en termes de phénomènes météorologiques exceptionnels, plus d'inondations, plus de sécheresse, etc. Donc on voit qu'à 1 degré de déjà, ça commence à devenir un peu critique, avec la rétractation des argiles, avec les incendies de forêt, etc. Bon, on se dit, 1,5 degré, bah, ça sera pire, voilà, parce qu'en façon, en plus, c'est pas complètement linéaire, hein, ça sera de pire en pire. Puis alors, du degré, ça sera invivable, puis alors 3, 4, 5 degrés. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est capable de modéliser quel sera le futur, à peu près, même si on a du mal à l'appréhender, parce que tant qu'on l'a pas vécu, on l'a pas vécu concrètement. Mais on est sur la bad case, le scénario le plus critique modélisé par le GIEC. C'est quand même terrible, quand même. Donc, si on veut inverser cette trajectoire, il va falloir quand même ralentir plein de trucs. Et alors, comment on transforme cette peur en action au quotidien ? En proposant quelque chose. Parce que le problème, c'est pas de dénoncer. Hein. Les scientifiques sont là pour ça. Ça fait 50 ans qu'ils s'époumonnent à nous dire qu'on va dans le mur, mais en restant sur une base scientifique. Et on ne va pas demander non plus à ces gens-là de nous apporter à la fois le diagnostic et le remède. Voilà, donc chacun son boulot. Donc eux, ça fait des décennies même, parce que même bien avant le début du GIEC, il y a 45 ans, même bien avant encore les premiers grands colloques sur l'environnement dans les années 60, parce qu'il y en avait déjà à cette époque-là, on sait que le mode de vie des pays à haut revenu, parce que c'est essentiellement nous qui posons le problème, n'est pas compatible avec la finitude du monde, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Alors comme la planète était très résiliente, très grassouillette, il y avait plein de réserves, et puis elle a su digérer pendant très très longtemps nos excès, et ça s'est pas trop vu. Mais là, on arrive à l'os, on arrive à la fin de sa capacité de résilience, et elle se venge. Elle se dit, ok, très bien, vous avez changé, vous avez modifié mes grands équilibres, donc on va mettre en place des nouveaux équilibres, mais qui ne seront pas forcément favorables à la vie. Ça tombe mal, parce que nous, on a besoin quand même d'avoir des conditions favorables à la vie, et que pour qu'on puisse continuer de vivre, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que sinon notre corps ne pourra pas s'adapter, surtout s'il y a de la chaleur humide, etc. Donc si on veut maintenir les conditions d'habitabilité de la planète, il faut rester dans ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est pas très compliqué à comprendre en tant que tel, mais rester dans les limites planétaires, ça veut dire modifier nos modèles de production dans nos entreprises, nos modèles de consommation au niveau des citoyens, notre régulation pour interdire des choses qui ne devraient plus exister, parce que ça ne sert à rien de vouloir améliorer des choses qui ne devraient plus exister. Donc il faut aussi savoir réguler. Et pour que ça soit acceptable par le plus grand nombre, il faut faire de la pédagogie. Il y a un choc de la pédagogie à faire, parce que c'est comme quand vous êtes malade d'une maladie incurable. Enfin, quand c'est incurable, c'est trop tard. Mais admettons que ce soit grave, mais curable, vous attendez quand même de votre praticien, de votre médecin, qui vous dise la vérité. Et qui vous dise, voilà, tu as un truc grave. Voilà, il y a des protocoles qui peuvent te guérir. C'est pas complètement sûr, mais qui peuvent. C'est mieux si tu essayes, parce que sinon, c'est foutu, quoi. On en est là, en fait, aujourd'hui. Donc, on a un truc très grave. Et on a encore des petites fenêtres de tir pour s'en sortir, avec un horizon temporel extrêmement court. Là, si on ne suit pas le protocole tout de suite, ça va être compliqué pour nos enfants, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces réglementations qui essayent d'accélérer l'action ? Donc, par exemple, le Green Deal ou la CSRD. Est-ce que ça vous inspire un message d'espoir ? Vous avez l'impression que ça va pousser aussi Oui, mais c'est bien. Ça arrive juste 50 ans trop tard. Mais c'est bien, mais c'est un peu comme l'armée de Grouchy à Boîte-Arlot, quoi. Ça arrive un peu trop tard. Ça va structurer forcément une autre façon de créer la valeur chez les entreprises, parce qu'elles vont être redevables de tout un tas de trucs où elles n'étaient pas redevables. Mais enfin, l'idée aujourd'hui, c'est pas simplement d'attendre les effets du Green Deal pour modifier nos modèles d'affaires. C'est trop tard. Donc il faut tout faire en même temps. C'est ça la difficulté. Il faut,
oui, mettre en place le combo magique du Green Deal, Taxo, CSRD, CS3D, donc ça, il n'y a pas photo, il faut le mettre en place. Mais en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, il faut modifier les modèles d'affaires. Il faut passer de modèles d'affaires linéaires à des modèles d'affaires permacirculaires. Donc c'est ça, des entreprises, un système économique à visée régénératif. On n'a pas le choix. Il faut le mettre en place tout de suite, à grande échelle, et ne pas attendre que tout le monde s'y mette, parce que de toute façon, tout le monde ne va pas s'y mettre en même temps, c'est une vue d'esprit. Il faut que les plus conscients de ce qui est en train de se passer s'y mettent tout de suite pour donner envie ensuite aux autres d'y aller, parce que de toute façon, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, et donc tôt ou tard, on sera obligé d'adopter ces modèles d'affaires qui sont les seuls qui permettront d'à la fois maintenir quand même des conditions correctes de vie matérielles pour les gens, parce qu'il faut quand même payer les salaires accessoirement, mais pas au détriment du premier capital qui doit être protégé si on était conscient de ce qui se passe, qui s'appelle le capital nature. Parce que tout dépend du capital nature. Parce que quand il n'y aura plus d'arbres, quand il n'y aura plus de poissons, quand il n'y aura plus de matières premières, il n'y aura plus de business. Donc il faut maintenir ce capital nature pour maintenir la prospérité économique, mais en faisant preuve de plus de discernement dans l'utilisation de nos objets du quotidien, dans notre façon de produire. On ne pourra pas continuer comme aujourd'hui avec la même frénésie consumériste, que ce soit pour les vêtements, pour les voyages, pour tout. Non, et c'est surtout que ça ne concerne qu'une petite frange de l'économie. Hein. Ça concerne que 1 milliard de personnes qui obèrent l'avenir des 8 autres milliards. Donc en plus, c'est très inégalitaire cette histoire. Donc il y a aussi un enjeu éthique dans la refondation de nos modèles d'affaires. Et alors justement, en parlant des modèles d'affaires, vous, très concrètement, chez Bouygues, qu'est-ce que vous avez mis en place pour transformer cette entreprise historique, cette énorme entreprise, donc avec beaucoup d'impact, beaucoup de pouvoir sur l'économie? Comment vous avez transformé votre modèle d'affaires pour pallier à tous ces sujets? Beaucoup de pouvoir, je ne sais pas, hein, les grosses entreprises sont grosses en tant que telles, mais quand vous les comparez au système économique mondial, ça pèse rien, même Bouygues. Hein. Donc on doit faire sa part comme les autres. Alors c'est vrai qu'on a plus de responsabilités parce qu'on a plein de métiers différents, etc. Donc oui, notre taille nous confère un devoir d'exemplarité quelque part, mais de dire qu'à nous tout seuls on peut changer le monde, non, c'est un peu trop simple quand même. Mais les entreprises ont leur rôle à jouer. Bien sûr. Vous êtes une grande entreprise. On fait notre part, et on essaie de réinventer la façon dont les modèles constructifs. Bon, rien que ça déjà, c'est déjà énorme, en essayant d'avoir moins d'impact, même beaucoup moins sur les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on construit, lorsqu'on fait des infrastructures, quelles qu'elles soient, en essayant de produire, de mettre en œuvre des infrastructures qui vont éviter du carbone chez les autres. Oui, hein, quand vous construisez une centrale nucléaire et que vous démantelez des centrales thermiques, parce que la centrale nucléaire va remplacer des centrales au charbon, c'est pas plus mal pour le climat quand même. Alors, même si le nucléaire, ceci, cela, mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi choisir entre les différents mots MAUX qu'on peut avoir dans notre société. Et puis, lorsqu'on décide de changer aussi comme radicalement la façon d'adresser certains problèmes, c'est-à-dire d'abandonner des solutions minérales, par exemple, pour des remembrements de rivières, en utilisant des solutions biologiques, donc fondées sur la nature, en utilisant le génie écologique. Donc, en fait, ça rend le même service, mais on coule moins de béton pour arriver à atteindre ce service. Par exemple, en faisant des stations d'épuration biologique à la place de stations d'épuration physico-chimiques qui nécessitaient beaucoup de béton, beaucoup d'acier, etc. Ça, c'est des solutions qu'aujourd'hui on propose aussi à nos clients et qui sont une façon de préserver le modèle social, parce qu'il faut quand même payer les salaires, tout en ayant des impacts environnementaux associés à nos activités qui sont complètement différents. Donc des solutions, il y en a. Maintenant, c'est la scalabilité de ces solutions, c'est-à-dire arriver à former nos collaborateurs pour qu'ils puissent échanger leur façon de faire, leur savoir-faire. C'est pas facile, hein, quand vous êtes dans une filière, puis on vous dit, oui, vous avez travaillé toute l'année, toute votre vie dans la filière béton, puis vous allez demain travailler en filière biosourcée ou géosourcée. C'est pas la même chose. Donc c'est pas les mêmes savoir-faire. C'est une transformation des métiers. C'est une transformation des métiers. C'est long, parce qu'il faut acquérir des nouvelles techniques, il faut des nouveaux savoirs. Et puis aussi, surtout, c'est vaincre l'inertie des habitudes, y compris chez nos clients, et même à commencer par nos clients, qui disent pendant des années, vous nous avez dit c'était comme ça qu'il fallait faire, puis maintenant vous dites c'est comme ça qu'il faut faire. Expliquez-moi. Donc oui, et puis le client, on ne peut pas lui faire son bonheur contre son gré. Donc il y a aussi beaucoup d'acculturation des donneurs d'ordre, parce que les grandes entreprises certes, sont puissantes, mais elles travaillent pour le compte de donneurs d'ordre, et c'est des donneurs d'ordre qui décident in fine, parce que c'est eux qui ont l'argent. Donc il faut aussi savoir convaincre ses clients, et que les convaincre en France, c'est une chose, mais les convaincre à l'international, dans certains pays où ils n'en ont strictement rien à faire, c'est autre chose. Donc on est aussi très dépendant du niveau de maturité, en fait, des interlocuteurs qui sont les nôtres. Donc oui, on avance. Moi, je voudrais évidemment qu'on avance beaucoup
beaucoup plus vite. Mais c'est comme ça. Mais justement, dans l'embarquement des clients dans la démarche, est-ce que, au contraire, ça ne vous fait pas paraître comme une entreprise plus innovante, de ne pas faire comme on a toujours fait, mais de s'adapter aux... Ouais, alors vous savez, les gens sont pour le progrès, mais contre le changement. Hein. Donc l'innovation, c'est bien quand ça touche les autres au début. Hein. Ouais. Et oui, ça peut apparaître comme des vecteurs de différenciation, plus de différenciation que d'innovation. Parce que ça dépend ce que vous entendez par innovation. Dans la tête des gens, l'innovation, elle est technologique. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de faire des innovations technologiques la plupart du temps. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde un petit peu les grands leviers de la construction durable, dits durables, on fait plutôt, on réinvente en fait des choses qu'on faisait il y a très très longtemps, et parce qu'on réinvente le bon sens. Donc, c'est pas tellement de l'innovation, c'est du retour au bon sens. Hein. Ouais. Alors ça apparaît comme de l'innovation parce qu'on dit tiens, ben, la pierre c'est mieux que le béton. Ah ben tiens, oui, mais enfin la pierre, ça fait longtemps qu'on savait que c'était mieux que le béton, hein, que ça existait déjà longtemps. Et puis le bois c'est sympa. Le bois, oui, ça fait longtemps qu'on construit en bois, hein, on a construit en bois d'ailleurs pendant des milliers d'années. Hein. Et là on dit dans certains cas ça peut être pas mal. Donc réinventer le bon sens, c'est une forme d'innovation, mais c'est pas forcément l'innovation que les gens ont dans la tête. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup on peut retourner à des modèles du passé qui fonctionnaient très bien et sur lesquels on a mis une couche de révolution industrielle, mais il y a aussi des nouvelles technologies qui viennent remplacer celles qui ont été créées pendant la révolution industrielle. Est-ce que vous, justement, j'allais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu techno-solutionnistes et qui pensent que la technologie va nous sauver. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la technologie a un rôle à jouer dans dans ce changement qu'il faut refaire aujourd'hui pour être plus durable? Voilà, de croire en tout cas que la technologie à elle seule puisse nous sauver, alors ça c'est complètement une vue de l'esprit, ça j'y crois pas du tout une minute. Que ça puisse aider à la marge, sans doute oui, mais en tout cas c'est pas le premier levier sur lequel je compterais moi pour arriver à faire cette fameuse révolution dont on a besoin, ou reconfiguration des modèles. Parce que le problème de la technologie, comme vous dites, c'est que certes, par exemple, on peut utiliser les énergies renouvelables ou les voitures électriques pour décarboner le transport, par exemple, c'est très bien, c'est formidable, ça marche, c'est incontestable. Sauf que ça va déporter les pressions environnementales d'une contrainte vers une autre contrainte. Donc, si toutes les voitures deviennent électriques un jour, on dira formidable, on aura décarboné le transport individuel ou le transport des familles. On va transformer les 1,7 milliards de voitures thermiques par 1,7 voitures électriques. Est-ce que c'est possible? C'est même pas possible. Parce qu'il n'y aura pas assez de cuivre, il n'y aura pas assez de nickel, il n'y aura pas assez de cobalt, il n'y aura pas assez de lithium, il n'y aura surtout pas assez de capacité de production. Et puis aussi, les conséquences de l'extraction de tous ces métaux pour arriver à faire ces voitures électriques auront des conséquences délétères sur la biodiversité, et le vrai combat, c'est ça, c'est le vivant, c'est préserver le vivant. Donc, et en plus, à des coûts prohibitifs, parce que comme on est sur des dimensions finies de métaux pour arriver à ça, ça va coûter aussi extrêmement cher, il n'y en aura même pas assez de toute manière. Donc, de croire qu'il puisse y avoir une technologie magique qui pourrait nous permettre de continuer de vivre comme aujourd'hui, sans conséquences, ça n'arrivera pas. Donc en fait, il faut tout faire en même temps. Il faut, oui, un petit peu de technologie, un petit peu de technologie verte là, pour arriver à faire une partie du chemin pour baisser la pression sur les ressources. Mais il faut surtout une très 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 grosse dose de sobriété, une très très grosse dose de nouveaux récits pour dire non, là on était en survitesse pendant des décennies parce que notre mode de vie était dopé par des énergies pas chères, facilement disponibles, très facilement exploitables, etc. Mais sauf que ces énergies-là, il ne faut plus y toucher. Donc il y en a encore beaucoup, mais il ne faut plus y toucher. Donc, parce que si on continue de toucher, on va complètement détraquer le climat et donc tout le reste sera impossible. Donc le vrai levier en fait pour réussir ce qu'on appelle transition qui n'a toujours pas commencé, la transition énergétique, le premier levier, c'est de faire advenir une société plus sobre, tout simplement. Et que ce soit désirable. Donc comment faire advenir? Alors la sobriété, ça n'a jamais été l'apanage des humains, on a toujours voulu plus, on a toujours été... C'est pas vrai ça. Ça c'est culturellement, ce sont des références fausses. Pendant des milliers d'années, il n'y avait pas cette injonction à la croissance, il n'y avait pas ces énergies fossiles abondantes qui nous ont libérés de contraintes matérielles extraordinaires. Est-ce que les gens étaient malheureux? Est-ce qu'ils n'aimaient pas vivre? Ils n'aimaient pas vivre ensemble, etc. D'abord, on n'en sait rien. Et il y a de fortes raisons de penser que non, ils avaient de toute façon d'autres références qu'on avait aujourd'hui. Alors certes, ils vivaient moins vieux, c'est vrai. Il y avait c'est certainement mieux aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on vit plus vieux, mais on vit plus vieux longtemps malade souvent. Et après, c'est toute la question philosophique de dire voilà, est-ce qu'il faut vivre moins longtemps mais heureux ou très longtemps quand on voit un petit peu dans ce qui se passe dans les EHPAD à la fin de notre vie.
il y a débat, quoi. Il y a débat, là. Et alors, comment on change la société si c'est pas la technologie la solution? Les récits. Les récits, madame. Le storytelling. Ben voilà, les récits. Voilà, ça marche super bien, les récits. J'ai appris ça trop tard. Mais voilà, c'est raconter des histoires. En fait, on est une race d'animaux où on croit aux histoires. On est les seuls d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si les cafards se racontent des histoires aussi, mais nous, on s'en raconte pas mal. Et puis, il y a des histoires qui marquent, il y a des histoires auxquelles on a envie de croire à ces histoires. Et c'est laquelle histoire qui vous a marqué, qui vous a appris que c'était les récits qui changeaient une société? Eh ben, on est... qu'on peut être heureux sans détruire la planète. Ça, c'est une belle histoire. Et donc, ça nécessite d'avoir des repères culturels qui ne sont pas basés sur le consumérisme, mais qui sont basés sur les relations humaines, sur redécouvrir la beauté de la nature, de ne pas faire du mal à la nature, de la protéger, de rien faire, de faire la sieste, hein, de faire des câlins. Voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est des trucs immatériels, ce qu'on appelle l'immatériel. C'est ça qui rend heureux. Et comment vous la diffusez, cette histoire? À qui vous la racontez? Regardez, quand j'en parle, vous allez le sourire déjà. Hein, c'est ça qui vous plaît, c'est une jolie histoire. Bah oui. Et à qui vous la racontez? Bah, tout le monde. Bah, tous ceux qui m'écoutent. Donc, oui, dans l'entreprise, les gens, ils préfèrent travailler sur des projets qui ont du sens. Non, vous ne croyez pas que c'est ça qui est important? Travailler sur du sens, c'est des projets dont ils savent que la résultante du projet, ça sera vraiment de faire du bien à ceux qui vont utiliser l'infrastructure, etc., que ça va leur faire du bien et que ça ne sera pas au détriment des autres espèces. On partage comme la planète avec d'autres êtres vivants. Hein. On n'est pas les propriétaires de la planète, a priori. Hein. On n'est pas au-dessus de la chaîne. Non, on fait partie de la chaîne du vivant. Hein. Donc, il ne faut pas avoir aussi une version égoïste de dire, voilà, on s'accapare partout et puis rien pour le reste. Non, ça, c'est complètement nul. Parce qu'on a besoin du vivant pour ne serait-ce que vivre nous-mêmes. Donc, il faut qu'on apprenne à partager ces espaces et qu'on apprenne à partager ces richesses que la planète nous donne. Et pour les partager, il faut les préserver si on veut les garder. Donc, c'est un nouveau rapport au vivant, tout simplement. Donc, c'est ça, ces récits, en fait, qu'il faut faire advenir. Et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour aller en vacances, qu'on n'a pas besoin de s'acheter 50 paires de pompes par an. Et ça. Non, c'est pas ça qui rend heureux, c'est pas vrai. D'ailleurs, ceux qui le font, ça ne les rend pas heureux, on le sait maintenant aujourd'hui. Donc il faut un autre récit. Mais par exemple, nous, chez Greenly, on a 200 personnes qui ont rejoint Greenly par conviction parce qu'ils avaient envie de travailler pour une entreprise qui avait du sens. Donc cette histoire de sens, on la comprend complètement. Vous, chez Bouygues, les gens ne rejoignent pas Bouygues parce qu'ils cherchent attendez, un sens. Moi, je ne suis pas directeur général de Bouygues, je suis directeur de produits durables du groupe Bouygues. Bouygues, il y a 4000 centres de profit. Moi, je suis là pour amener une nouvelle culture, une nouvelle vision, qui est une nouvelle vision de la profitabilité de l'entreprise avec un minimum d'impact. Maintenant, ce n'est pas un homme tout seul sur 200 000 qui peut changer la culture d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, chacun doit faire sa part. Moi, je la fais dans mon rôle de responsable RSE. Et comment vous le faites? Voilà. Par la sensibilisation, par des outils qu'on a mis en place, qui sont des outils très puissants de prise de conscience. Vous avez des exemples? Comment on fait shifter un modèle d'affaires. Voilà, donc on a soutenu là, récemment la méthodologie de IF Initiative de Carbone 4, qui est un modélisateur qui permet d'établir des plans d'affaires en respectant les limites planétaires. On l'a d'ailleurs présenté aux collaborateurs de Bouygues et du C3D cette semaine dans le cadre d'une conférence qu'on a organisée avec Jean-Marc Jancovici. Et ça permet donc aux entreprises, et les entreprises du groupe Bouygues vont en bénéficier comme les autres, d'établir des plans d'affaires en ayant la conscience des limites physiques de la planète. Donc dire, voilà, je vais faire tant de logements ou tant de logiciels. En fait, très bien, mais c'est même les logiciels, c'est pas du tout immatériel, c'est très très matériel, les logiciels, parce que vous appuyez sur des serveurs, sur des câbles, donc il n'y a pas plus matériel comme activité. Mais c'est très bien, mais à l'horizon de 2 ans, ça passe encore. Mais est-ce que si vous projetez, je ne sais pas quel type de développement dans votre entreprise, est-ce que ça passe encore dans 10 ans avec ce qui reste comme droit pollué en matière d'émissions de gaz à effet de serre et ce qui reste comme ressources physiques sur les métaux qui sont nécessaires pour fabriquer les réseaux? Vous allez vous apercevoir que ça ne passe pas. Parce qu'il y a des conflits d'usage, parce que ça coûtera trop cher d'extraire tel ou tel type de métaux. Donc, à partir du moment où vous savez que ça ne passe pas, le modélisateur vous dit, soit tu fais une prière. Bon, ça peut marcher, mais bon, à Lourdes. Tu changes le modèle. Hein, ou tu changes de modèle. Voilà, tu changes de modèle pour continuer de payer tes salaires, mais avec des modèles où ça passe. C'est un outil de la décision. Ça fait partie des outils qu'on utilise aujourd'hui pour faire réfléchir les comités de direction, parce qu'on n'a pas forcément la solution, mais on a l'outil de diagnostic. C'est déjà pas mal d'avoir de l'outil de diagnostic déjà. Ça permet déjà de poser des hypothèses de la non-durabilité d'un modèle, de la non-soutenabilité d'un modèle, pour ensuite proposer des alternatives et arriver à regarder
les conséquences que ça peut avoir en termes de formation des gens, en termes de quel marché, quel marketing, et puis surtout quel modèle économique. Et donc on revient toujours au problème du modèle économique, c'est faire advenir des modèles économiques à visée régénérative, parce que c'est le seul qui permettra de concilier en fait l'impératif économique et l'impératif écologique. Et vous êtes confronté à beaucoup d'obstacles quand vous essayez justement d'implémenter ces outils-là et d'embarquer tous les collaborateurs dans cette démarche. Moi, c'est pas le problème d'embarquer les collaborateurs, madame. C'est le cas-ci avec les collaborateurs, ce serait vraiment un jeu d'enfant. The problem is management, comme disait Deming en 1951. C'est aussi des collaborateurs, le management. Oui, d'accord, mais enfin, l'escalier, comment vous balayez votre escalier, vous, le matin là, vous le commencez par le haut d'habitude. C'est mieux, c'est quand même plus facile. Là. Voilà, là, c'est tout le problème. Et alors, vous, le management, comment vous le gérez? Est-ce qu'en fait, finalement, vous ne faites pas de la politique? Oui, mais dès que vous prenez la parole, vous faites de la politique. Oui, dès que vous prenez la parole, vous faites de la politique, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen de se faire entendre, à part les mots, à part les écrits, à part l'influence? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du pouvoir et des gens qui ont de l'influence. Moi, je fais partie des gens qui ont de l'influence, je n'ai pas de pouvoir. Donc, vous influencez le pouvoir. Comment ? Vous influencez le pouvoir. Oui, enfin mon rôle c'est d'essayer à partir des faits scientifiques, comme ça vous n'êtes sûr de ne pas dire de conneries, de convaincre les gens qu'un autre monde est possible à condition d'écouter ce que nous disent les scientifiques. Parce qu'on peut négocier avec tout sauf avec la science. Vous pouvez toujours négocier avec votre instituteur que 2 plus 2 ça ne fait pas 4. Il va falloir que vous ayez des arguments. Nous on s'appuie sur la science. Moi je dis la meilleure façon de ne pas dire des conneries c'est de s'appuyer sur la science. Alors la science peut se tromper, mais il y a des sciences qui sont la science du climat aujourd'hui. Non, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, il n'y a pas de problème. La biodiversité, il ne se trompe pas non plus. Tout ce qui tourne autour de la déplétion des ressources, il ne se trompe pas. Donc, oui, il y a des composantes de la science où on n'est pas encore complètement sûr, mais il y a des composantes de la science sur lesquelles on est sûr. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses en mathématiques, on est complètement sûr. Bon, là, c'est la physique, on est complètement sûr. Donc, appuyons-nous là-dessus, essayons de ne pas... oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui mettent en question la science, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une part d'idiots dans la société qui est incompressible, mais on ne travaille pas avec ces gens-là. On travaille avec ceux qui veulent agir. Et ceux qui veulent agir et qui acceptent la science comme donnée d'entrée, c'est formidable parce que déjà, on part sur des bonnes bases. Et là, à partir de là, on peut construire des modèles d'affaires qui sont plus résilients et qui sont plus compatibles avec les limites planétaires. C'est la seule chose à faire. Si les gens doivent retenir un seul truc de ce podcast, c'est ça. C'est qu'on ne négocie pas avec les lois physiques. Non, on ne négocie pas avec ça. Donc, changer un peu, donner la vérité scientifique aux dirigeants pour les influencer vers la bonne direction. Partir des faits scientifiques, oui, bien sûr. Partir des faits scientifiques, parce que comme ça, vous n'êtes pas attaquable. Puis après, par contre, oui, il n'y a pas de one best way. Une fois que vous êtes parti de cette base, et que c'est le postulat, vous voulez faire des crêpes, c'est mieux quand même que vous ayez des ingrédients pour faire des crêpes. Okay, après, il y a plusieurs façons de faire des crêpes. Il y a une recette de base, puis après, vous rajoutez un peu de cognac, un peu d'armagnac. Après, il y a des variantes. Bon, oui, donc là, il y a des variantes pour faire autrement, mais les marges de manœuvre aujourd'hui, plus on attend, moins il y en aura. Donc si on veut vraiment adresser le problème climatique et d'une façon générale les 9 limites planétaires, on a tout intérêt à s'y mettre maintenant parce qu'il y a plusieurs façons de faire autrement. Voilà. Plusieurs façons de faire autrement qui sont encore éligibles, mais plus on va attendre, plus on va réduire le champ du possible. Et là, ça va être stressant. Là. Donc dépêchons-nous d'agir. Et alors, le pouvoir, il est aussi dans l'argent. Et je voulais parler un peu du monde de la finance par rapport à l'engagement climatique. L'essayiste Frédéric Lordon a dit « La finance prétend se convertir à la RSE, mais elle reste avant tout une machine à profit qui maquille ses pratiques derrière des discours vertueux, sans jamais changer de fond, sans jamais changer de fond en comble ses mécanismes destructeurs. » Est-ce que vous pensez que le monde de la finance est réellement engagé ou est-ce que c'est de l'hypocrisie et qu'il n'y a pas vraiment d'adaptation au monde de demain ? Alors bon, d'abord je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire là. Maintenant je ne suis pas financier du tout, donc moi j'essaye de parler des sujets que je connais et quand je ne connais pas je ferme ma gueule, c'est quand même la meilleure façon de ne pas dire de conneries. Une chose est sûre, c'est que nous au C3D et d'une façon générale les gens qui sont à peu près conscients de ce qui est en train de se passer, on milite pour la mise en œuvre d'une comptabilité multicapitale. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est quand même un non-sens que le seul capital qu'on souhaite conserver dans une boîte, c'est le capital financier.
Alors que le premier capital, le plus important pour une boîte, c'est le capital naturel. Parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie. C'est ça le business. Et des matières premières gratuites, parce que tout est gratuit dans la nature. En fait, la capacité les entreprises font de l'argent avec une ressource gratuite. C'est extraordinaire, ça. Et en plus, elles ne sont même pas redevables par rapport à cette ressource. Parce qu'il n'y a pas d'obligation dans les bilans comptables des boîtes de maintenir au coût de maintien le capital naturel. Il n'y a pas d'obligation. Donc en fait, on tape dans un stock qui est gratuit, on fait de la valeur, on crée de la valeur économique, la valeur financière, et tout ça, ça se transforme en déchets derrière, les produits se transforment en déchets, et il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise de maintenir les stocks et de maintenir en bon état les services écosystémiques dont on dépend. C'est quand même facile de faire du business aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on dit, ça c'est une connerie. Ça, il faut qu'on mette en place une obligation, une nouvelle IFRS, là, 2.0, là, en disant, ok, très bien, tu as le droit de faire du business, ok, très bien, on a besoin d'avoir des tables, des chaises, des vêtements, des bâtiments où il en faut. Mais par contre, ton capital naturel, tu dois le préserver. Au coût de maintien. Au coût de maintien. C'est-à-dire qu'en fait, si tu utilises de la flotte, tu as une obligation de mettre dans ton process les coûts et les investissements qui vont démontrer que si tu utilises 1 mètre cube, tu vas rendre 1 mètre cube de la nature aussi propre que tu as récupéré. Ah oui, mais ça va me coûter plus cher. Bah oui, démerde-toi. Mais c'est aussi votre comptabilité en différents capitaux. Et c'est ça. Ouais. Et ça fait penser forcément à la CSRD qui va demander, qui va forcer les entreprises à... La CSRD, c'est les prémices de ça. Parce qu'à partir du moment où il y a la double matérialité, c'est ça l'intérêt de la double matérialité, à partir du moment où les entreprises vont avouer qu'elles ont un impact. Qu'elles ont un impact. Et pas simplement un impact négatif, mais aussi, pas simplement un impact positif, mais aussi des impacts négatifs. Et que le législateur lui dit, une fois que tu as identifié des impacts négatifs, tu dois mettre en place un plan de transition pour diminuer ton impact, pour l'annuler complètement, ou au moins pour l'atténuer jusqu'à temps que ça devienne digérable par les écosystèmes eux-mêmes, parce qu'en fait, on a le droit d'émettre du CO2, hein, il y a des puits de carbone pour ça. Hein, voilà. Mais encore faut-il rester dans les limites planétaires, c'est ça tout l'enjeu. Ça va quand même tout changer, quoi. Hein. Ça va tout changer à la façon de faire du business. Mais la CSRD ne va pas encore assez loin. Il faut aller jusqu'à la comptabilité du capital. Et ça, je pense que la CSRD, c'est l'antichambre de la comptabilité multicapital qui arrivera derrière, en espérant que ça n'arrive pas trop tard. Parce que là, on est quand même un petit peu contraint par le temps, vu qu'il nous reste 25 ans, grosso modo, pour arriver à la neutralité climatique au niveau mondial. Et si on n'atteint pas cette neutralité climatique dans les 25 prochaines années, on va atteindre des tipping points qui seront là pour le coup irréversibles. Et quand on a passé un seuil irréversible, c'est irréversible, comme on dit, hein, c'est trop tard. Et donc là, après, on n'a plus que nos yeux plus pleurer. Et alors c'est intéressant que vous dites que la CSRD n'est pas assez ambitieuse, quand d'autres prédisent plutôt que c'est un tsunami administratif et qu'elle est beaucoup trop complexe. Ouais, les idiots, ouais. Notamment pour les PME. Oui, mais non. Non. Moi, je m'inscris complètement en faux là-dedans. C'est vrai que quand on ne comprend pas un truc, quand on n'a pas pris le temps de le lire, tout de suite, c'est une usine à gaz, etc. Puis quand on rentre un petit peu dedans, on dit tout ça, c'est quand même du bon sens. Voilà. Et dans cette histoire de CSRD, il y a un truc qui s'appelle la matérialité. On ne demande pas aux PME de répondre aux 1178 data points de la CSRD. Il faut arrêter de dire des carabées, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Une PME, forcément, c'est une petite ou moyenne entreprise, ils ont forcément un enjeu faible, des enjeux matériels de manière limitée. Donc, en fait, ils vont prendre en compte que les ESRS qui les concernent directement. Et là, ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de choses à faire par rapport aux grandes entreprises qui, eux, qui de par leur activité plurielle, coche toutes les cases. Donc c'est plus facile pour une PME, et c'est normal, que pour une grande entreprise de mettre en place ce type de régulation. Et moi je vais vous dire un truc, la CSRD pour une PME, c'est une assurance vie. C'est ni plus ni moins qu'une assurance vie. Si elle ne le fait pas, si elle ne prend pas conscience qu'elle utilise des matières premières qui demain seront peut-être plus disponibles, si elle n'a pas conscience qu'elle participe elle aussi à son échelle à la destruction des écosystèmes qui pourraient demain la tuer. Continuez comme avant, c'est pas ce que vous avez fait. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Et aujourd'hui, on a obtenu un modèle économique qui n'est pas soutenable. On le sait. Et les constats, ils sont affligeants. Le problème, c'est pas une crainte face à l'avenir dont il faut s'inquiéter. C'est plutôt un déni de réalité par rapport au passé. On a déjà détraqué le climat à un point énorme, 1,2 degré de réchauffement moyen. On voit déjà ce que ça a produit partout sur la planète, ce que ça produit aujourd'hui. Et surtout le vivant. 70% des vertébrés qui ont disparu en 50 ans, 40 à 50% des oiseaux, des insectes. Enfin, c'est un anéantissement biologique. Et ça s'accélère.
Bon, bah alors, si on pense qu'il faut laisser les PME continuer comme avant, parce que ça risque de les tuer économiquement, ben oui, ce qui va les tuer économiquement surtout, c'est qu'il n'y aura plus de biologie. Ben voilà, donc c'est même pas... En fait, la CSRD, c'est pas une contrainte réglementaire. Non, c'est un bien, c'est une opportunité. C'est une opportunité de survie. De survie. Et donc le jour où elles prendront le temps de comprendre la philosophie de cette régulation, elles vont dire, ben, en fait, c'est ma meilleure assurance vie, en fait, ce machin-là. Mais le problème, c'est que oui, mais il faut prendre un petit peu le temps. Vous savez, il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur des sujets complexes, mais après, il faut 1h30 pour expliquer. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont entendu leurs dirigeants de syndicats dire « Ah, ben c'est trop lourd ». Alors, eux, bêtement, ils disent « Ah, ben c'est trop lourd ». Mais ils n'ont pas regardé, ils n'ont même pas ouvert le texte. Ils n'ont même pas cherché à lire la première ligne. C'est pas professionnel, ça. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas le temps, hein, mais il y a des consultants pour ça. Il y a Greenly. Hein. Exactement. Voilà. Et alors sur l'entreprise contributive, j'aimerais bien un peu parler de votre livre. Comment vous définissez l'entreprise contributive et quelles sont ses caractéristiques clés? Ah ben là, c'est l'entreprise idéale. Je ne sais pas si ça existe, hein, comme d'autres choses. Idéal, je ne sais pas si ça existe. Enfin, l'entreprise idéale, c'est une entreprise contributive qui contribue positivement à la société, à ses parties prenantes, en fait, hein, et qui a tellement pris conscience qu'il y a des externalités négatives à toute activité humaine, qu'elle a intégré dans son process de production les dispositifs pour non seulement les atténuer, mais revenir dans les limites planétaires. Donc, être contributif net d'externalité positive en ayant une approche rationnelle dans son modèle d'affaires. C'est-à-dire rationnel, c'est-à-dire on va produire des produits avec des durées de vie ultra durables. On ne vend plus le produit, on vend l'usage du produit, donc moins de pression sur les ressources. Et avec cette approche-là, ça permet de continuer de créer la valeur économique tout en ayant le respect ou la prise en compte de rester dans les limites planétaires. Parce qu'en fait, le but, c'est de rester dans les limites planétaires. Il y en a 9 au total. Et on en a déjà dépassé 6 et bientôt 7, parce que l'acidification des océans, c'est pour bientôt. Donc l'entreprise contributive, c'est une autre philosophie. Hein. Alors, il n'y a pas que le modèle d'affaires qu'il faut changer. Il y a bien sûr déjà se poser la question de savoir si le produit que je fabrique, il est vraiment utile. Parce que rien que ça, déjà, est-ce que c'est vraiment utile, hein? Donc, si on peut répondre à oui à ça, et ça, c'est pas l'entreprise qui peut répondre à ça, c'est les parties prenantes de l'entreprise. Je peux vous donner une liste longue comme le bras de trucs que le but, c'est pas de rendre forcément vert tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut rendre vert qui n'ont pas d'utilité sociale, en réalité, ou qui n'intéressent que très peu de personnes, qui ne devraient pas exister. Est-ce que le tourisme spatial, on va le rendre le tourisme spatial vert? Voilà, on va faire de l'hydrogène vert pour mettre dans la fusée, ils auront des touillettes en bois dans l'espace. Est-ce que c'est un truc qu'il faut qu'on fasse advenir tout de suite? Est-ce que c'est la priorité de l'humanité dans les 20 ans qui viennent? Est-ce que les millions de dollars qu'on met là-dedans, c'est là qu'il faut les mettre? Moi, je me pose la question. Peut-être qu'on peut le mettre ailleurs. Parce qu'en fait, comme il va falloir qu'on alloue les ressources d'une façon différente, il y a peut-être d'autres choses à faire aujourd'hui que de mettre le génie humain dans des trucs qui servent à 0,0000001% de la population. Donc c'est ça, en fait, de faire preuve de techno-discernement. Alors tous ceux qui vont me dire « Ah oui, mais il faut laisser les gens, il faut laisser rêver les gens », mais moi je connais beaucoup de gens qui ne rêvent pas d'aller sur Mars, ni sur Jupiter, ni sur n'importe où, qui s'en foutent complètement. Hein. Et j'en fais partie. Donc certaines entreprises ne deviendront pas contributives, mais est-ce que l'entreprise contributive, c'est un idéal, ou est-ce qu'il y en a déjà qui existent? Vous n'avez pas lu le livre? Non. Voilà, lisez-le. C'est sûr qu'il y en a. Pas beaucoup, hélas. Il y en a, oui. Heureusement qu'il y en a, parce que sinon on n'aurait pas écrit le livre. C'est pas un livre d'anticipation, de science-fiction. Non, il y a des gens, des entreprises qui le font. Mais vous savez, si vous prenez un continuum entre 0, l'entreprise la plus cynique, la plus sale, et 100, la plus vertueuse, il n'y en a pas à 0, et puis il n'y en a pas à 100 non plus. Toutes les entreprises se baladent sur ce continuum. Les entreprises contributives, c'est celles qui ont dépassé 50. C'est déjà pas mal. Déjà, alors vous allez me dire, oui, quand vous êtes alcoolique, vous buvez 10 bières par jour et vous passez de 10 bières à 5 bières, est-ce que vous n'êtes plus alcoolique? Si, vous l'êtes encore. Donc l'objectif, c'est de revenir à un niveau de... À zéro. À zéro, je ne sais pas. Peut-être qu'on est capable de digérer une demi-bière. Donc chacun, en fonction de son impact négatif, doit mettre le seuil pour revenir dans les limites planétaires. Je peux pas être plus clair. Il faut qu'on revienne dans les limites planétaires. C'est exactement comme le métabolisme de base. Je ne sais pas combien vous pesez, combien vous mesurez, mais si vous mangez significativement, si vous ingérez plus de calories que vous en dépensez, au bout d'un moment, vous grossissez. Voilà. Et donc, si vous voulez stabiliser votre poids, il faut stabiliser les entrées et les sorties. C'est ça, en fait, les limites planétaires. C'est aussi bête que ça. Et alors, est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise qui est devenue contributive? Ah oui. Et comment elle a fait, que c'est quoi la démarche ça commence par le management.
la prise de conscience du dirigeant. Bah oui. Parce que si les collaborateurs sont persuadés qu'il faut faire autrement, que le patron ne veut pas, dans une entreprise qui est quand même assez militaire comme un système, c'est bon. Donc ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc il faut que le patron ait compris, quoi. Au plus haut niveau, la direction qui apporte décision. Au plus haut niveau, les administrateurs, les décideurs. Et c'est là que c'est compliqué, quoi. C'est là que c'est compliqué. Et puis une fois qu'il a compris, après il faut dérouler les principes de l'entreprise contributive, donc raison d'être, bingo, qu'est-ce que je fabrique, c'est utile, pas utile, je demande à mes parties prenantes encore une fois. Et ensuite, modèle d'affaires, modèle d'affaires, donc entreprise à visée régénérative, j'utilise les 11 principes du vivant pour la sous-optimalité, la collaboration entre acteurs, l'économie servicielle, la haute intensité d'usage, il y a tout un tas de trucs à faire. Et puis après, derrière, comptabilité, bingo, comme je sais que je vais générer de toute façon des externalités négatives, il faut que je mesure et que je mette en place les étages technologiques qui vont me permettre donc de diminuer les pressions jusqu'à temps que je rentre dans ce qui est digérable par les écosystèmes. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je peux me revendiquer contributif ou régénératif. Mais ça ne se fait pas en une itération, ça se fait en X itérations, il n'y en a pas le choix. Et c'est votre objectif pour Bouygues ? Écoutez, oui, c'est l'objectif de toute entreprise. Enfin, moi, tant que je serai chez Bouygues, j'ai écrit un livre, j'ai fait des formations là-dessus, j'en parle toute la journée, sauf qu'on est très gros, donc ça mettra du temps. Donc j'espère qu'il y aura des gens qui reprendront le relais derrière, parce que ma vie ne sera pas assez longue. Et vous avez le soutien du management chez Bouygues ? Je suis payé tous les mois. Et donc ça, c'est assez pour montrer son soutien d'embaucher un directeur du développement durable ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, on n'est pas exemplaire, si c'est ça la question que vous voulez me poser, surtout une business unit. Non, c'est pas le cas, parce que je vous ai expliqué que d'abord, on n'était pas les seuls à décider, qu'on devait aussi faire en sorte de convaincre l'écosystème, les clients, la régulation qui n'est pas forcément là, etc. Donc, une entreprise seule, même avec un patron hyper engagé, ne pourra pas y arriver tout seul. Il faut qu'il entraîne avec lui son écosystème et ses parties prenantes. Et c'est bien d'avoir un patron engagé, c'est la première ou sans doute la première condition. Mais hélas, ça ne suffit pas. Est-ce que vous suivez un modèle particulier, que vous avez vu une autre entreprise qui vous a inspiré, ou alors est-ce que vous tracez votre propre chemin vers non. J'ai surtout pas la prétention de dire que d'avoir vu la Vierge et puis de dire voilà, j'ai trouvé la solution. Non, c'est parce qu'il y a des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui ont mis en œuvre des principes de l'entreprise contributive sans même savoir que ça s'appelait comme ça, parce qu'ils avaient conscience en fait de la finitude des ressources, etc. Et c'est en s'inspirant de ces principes. Et c'est d'ailleurs quand on a fait le livre avec Céline, on a regardé comment ces entreprises qui étaient prises, on s'est aperçu que d'ailleurs ces entreprises ne se connaissaient pas la plupart du temps. Elles ont toutes utilisé finalement les mêmes leviers, les mêmes ressorts, parce qu'au bout d'un moment, comme disait Léonard de Vinci, elle va prendre tes leçons dans la nature. Il y a 3,6 milliards d'années de R&D dans la nature qui fait que la nature se trompe peu quand même. Elle s'est trompée, mais elle a fait progresser le système génération d'espèces en génération d'espèces pour arriver à des trucs quand même qui fonctionnent pas mal quand même. Il faut reconnaître que ça fonctionne pas mal quand même. Ça serait quand même bien qu'on détraque pas trop le système. Inspirons-nous de ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, inspirons-nous de ça. Il faut s'inspirer du vivant. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire advenir. Donc certes, on va ralentir un peu, mais c'est tellement mieux. On va pouvoir faire des trucs qui sont enfin intéressants, c'est-à-dire vivre. L'enseignement est souvent considéré comme la clé pour sensibiliser les futures générations. Est-ce que vous pensez que notre système est adapté aux gros enjeux de demain dont on a parlé? Vous êtes formidable pour poser des questions, vous savez que ce n'est pas le cas, vous. C'est bien. J'essaie de vous faire réagir. Et non, parce qu'en fait, on enseigne le monde d'avant, l'économie linéaire, la croissance verte, tout ça. On enseigne ça aujourd'hui dans 99% des écoles, alors que ce n'est pas ça du tout qu'il faudra enseigner, hélas. Donc oui, l'enseignement, c'est clé, parce que de toute façon, tous ceux qui ont essayé l'ignorance, ils se sont quand même assez plantés en général. Donc c'est bien d'essayer de faire monter en compétence les gens, mais ça passe par l'enseignement, ça passe par la sensibilisation, ça passe par les récits aussi, ça. Donc il n'est pas question de remettre en question les sciences dures. Non, je pense que l'enseignement des mathématiques et de la physique aujourd'hui, je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup évoluer. Par contre, les sciences sociales, là il va falloir tout changer, mais vraiment tout changer. La façon de créer de la valeur dans une boîte, c'est pas du tout bien enseigné aujourd'hui dans les écoles de commerce. Ils ont tout faux, mais à un point, moi si je devais corriger la copie, je mets 0. Donc oui, il y a tout à revoir dans les. Et ça commence en école de commerce ou avant? Bien avant. Ça commence à l'école alimentaire. C'est les sciences naturelles, tout simplement. Il faut apprendre à nos enfants à aimer le vivant. Maintenant, j'en suis arrivé à un point tel que même quand je marche en montagne et que je vois des fourmis, je fais attention de ne pas marcher dessus, quoi.
Parce que quand on sait ce que c'est que le prix de la vie, la valeur de la vie, ben on la protège, quoi. On la protège. Et pendant des années, moi, je n'avais pas conscience de ça. Je dis, une fourmi, que ça peut foutre. Ben non, c'est bien une fourmi. Une abeille, c'est super. Donc, une feuille, c'est super. Un arbre, une fleur. Donc, voilà, ça, il faut apprendre à nos enfants à aimer le vivant pour qu'on soit tous des gardiens de la nature, des gardiens du vivant. Une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel. Donc on commence par aimer le vivant, puis on apprend les sciences dures, mais on les applique au service du vivant. Au service du vivant. Ah ben oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'aurais adoré avoir été éduqué comme ça. J'aurais déjà perdu pas 40 ans de ma vie déjà. Ça aurait été bien. Et ça aurait été surtout plus utile. Mais bon, mais vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Et alors, comment vous voyez l'évolution, le futur de cette pratique qui est l'ESG? Est-ce que ça va rester un département avec un directeur, ou est-ce que ça va être intégré dans l'entreprise en elle-même? Qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, le futur, il ne se prévoit pas, il se prépare. Hein. Donc, moi, j'en sais rien. Je pense qu'on est quand même assez mal barré dans l'ensemble. Je ne suis pas d'un optimisme béat. L'ESG, évidemment, l'ESG, il devrait y avoir de l'ESG partout, dans les achats, dans les ressources humaines. Donc, on aurait pu parler de l'ESG, ça devrait être digéré par toutes les fonctions d'entreprise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. C'est loin d'être le cas. Mais un peu, on est passé de la cerise sur le gâteau au levain dans la pâte, quoi. Donc, on essaie de faire en sorte de s'immiscer partout où il y a des décisions opérationnelles dans l'entreprise, sur les compétences nouvelles qu'il faut acquérir, sur la façon de produire, sur la façon de faire des plans d'affaires, etc. On essaie d'instiller, en fait, toute cette philosophie de l'ESG partout. Et donc, tant mieux si un jour on n'a plus besoin de département ESG pour battre la mesure et que tout le monde aura intégré ça dans ses trucs. Tant mieux. À la limite, qu'est-ce que ça peut foutre, on fera autre chose. Mais hélas, on n'en est pas là. Et puis, c'est même pas ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est, vu le temps qui nous reste, c'est de s'attaquer à la face nord du système, c'est-à-dire le modèle d'affaires. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es, quoi. Donc maintenant, quand je vais dans un comité de direction, je leur dis, bon, voilà, vous n'avez plus le temps de passer par la première étoile, puis ensuite la deuxième étoile. Donc, il faut que vous aller directement au chamois d'or, là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, il faut prendre des risques. Hein. Et alors, en attendant, comme ce podcast s'adresse à des personnes qui travaillent en ESG ou qui veulent travailler en ESG, pour vous, c'est quoi les bonnes qualités à avoir quand on a envie de s'engager dans ces métiers? Il faut y croire. La sincérité triomphe de tout. Bah oui, la sincérité triomphe de tout. Il faut y croire, il faut être sincère. Il faut connaître les chiffres clés, voilà, pour ne pas être attaqué sur le fond. Moi, j'ai la méthode Greta Thunberg. Hein, donc ça, c'est voilà, il faut. Greta Thunberg, ses discours, ils sont ciselés et ils sont complètement validés par la science. C'est pour ça qu'elle n'est pas attaquable. C'est pour ça qu'elle agace aussi. Hein. Parce que c'est déjà d'avoir tort que d'avoir trop raison. Donc quand les gens qui ont trop raison, ça agace. Jean Covici agace pas mal aussi. Hein. Et bah oui, parce qu'en fait, la vérité dérange, comme disait Al Gore. Hein. Donc, mais j'aime bien, moi. J'aime bien agacer pour ça parce que c'est nécessaire quand même de répéter la vérité de la science. Et donc, il faut être persévérant. Il faut être enthousiaste, il faut être sincère, il faut être humble aussi, parce que bon, de toute façon, on est quand même peu de choses. Et puis voilà. Puis après, bon, personne n'est parfait. Hein. Moi, j'essaie de faire mon boulot. Je pense que l'intérêt de mon entreprise, en tout cas, et l'intérêt des entreprises du réseau C3D, l'intérêt de tout le monde, c'est de prendre conscience de ça, parce qu'il faut reconnaître que ce que nous disent les scientifiques sur les perspectives, si on ne change rien, sont quand même assez dramatiques, quoi. Donc, c'est même plus une question de responsabilité sociétale, c'est une question de responsabilité morale. Et alors, si vous deviez les convaincre de franchir le pas et de rejoindre cette carrière, qu'est-ce que vous leur diriez si vous deviez pitcher face caméra en 30 secondes deviens ESG? Formez-vous, il faut se former, il faut écouter les scientifiques qui parlent de ça, il faut lire l'entreprise contributive, et il faut écouter les podcasts qui invitent des gens qui sont sincères sur ces sujets. Il y en a quand même quelques-uns. On a la chance d'avoir en France, en Europe, des intellectuels, hommes et femmes, qui disent pas trop de bêtises sur ces sujets. Ben, il faut les écouter. Hein. On a beaucoup de chance, hein, y compris en France, hein, d'avoir ce socle de connaissances qui ne s'use que si on ne s'en sert pas, quoi, hein. Donc, il y a vraiment moyen aujourd'hui d'acquérir des bonnes bases pour pouvoir être crédible ensuite dans son métier de responsable ESG dans une entreprise. Mais vous savez, le savoir, l'ivresque ne suffit pas. Il faut l'avoir, parce que c'est la base. Hein, comme je dis souvent, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Hein. Il faut aussi savoir l'exprimer, il faut aussi avoir l'enthousiasme, il faut avoir les techniques pédagogiques, les techniques de communication qui vont faire que ça va passer. Parce que savoir raconter le récit. Exactement. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'était le grand problème des scientifiques pendant des années, d'ailleurs. Hein.
ils avaient les bases scientifiques, ils avaient la vérité. Ils avaient la vérité, mais ils ne savaient pas le dire. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin des artistes, d'ailleurs. Nous, on pense que demain, si on veut accélérer cette prise de conscience, on voit bien que les scientifiques ne savent pas. Et je leur en veux pas d'ailleurs. Tout le monde n'a pas. C'est pas leur métier. Tout le monde ne peut pas être artiste, même s'il y en a beaucoup qui devraient devenir un artiste, comme dit la chanson, mais tout le monde ne peut pas l'être. C'est une qualité d'avoir cette sensibilité artistique. Il y en a très peu de gens qui l'ont. Et c'est souvent les gens à la fois les plus tourmentés, mais les plus heureux aussi, parce qu'ils savent jouir de la vie, ces gens-là. Il faut avoir un petit peu une âme d'artiste pour faire passer ces messages-là. C'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup de responsables RSE qui l'ont. Parce qu'on les recrute souvent avec ah ouais, tiens, il sait compter, donc mais non, il ne suffit pas de savoir compter. Il faut aussi avoir une âme, il faut avoir du cœur aussi. Et vous avez une âme d'artiste ? Pas beaucoup, hélas. Non, pas beaucoup. Mais j'essaye de bien raconter des histoires. Si, voilà, c'est ma seule qualité artistique. Votre art. Voilà, c'est mon art à moi. Voilà, il y a plusieurs types d'art. Tout le reste, je suis très très mauvais, mais là, j'essaye de travailler cette capacité à raconter des histoires. Super. Alors, pour terminer le podcast, on aime bien finir avec des questions un peu plus légères, mais toujours liées à votre engagement. Alors, est-ce qu'il y a un documentaire que vous recommanderiez pour comprendre un peu les enjeux sociétaux et écologiques ? Il y en a plein. Déjà, sur Netflix, il y avait passé Planet Boundaries. Là, c'est bien comprendre les limites planétaires. Ça, c'est un documentaire qui m'avait bien plu, parce que ça montrait bien le caractère systémique du problème. Que ce n'est pas en adressant un seul symptôme qu'on va pouvoir régler tout. Donc ça, c'est un documentaire qui est assez bien fait. Puis après, dans quoi, des audiovisuels ou des livres ou des podcasts ou tout ce que vous voulez. Peu importe. Après, dans les livres qui m'ont beaucoup inspiré, le bonheur était pour demain de Philippe Biwix, qui est extraordinaire. Tout peut s'effondrer de Pablo Servigne aussi, extraordinaire. Au-delà du monde sans fin de Jean-Marc, évidemment. Qui sont des livres fondateurs. Père de la Terre également, qui a bien expliqué comment le GIEC est arrivé, toutes ces histoires de lobby. Il y a quand même des bouquins qu'il faut absolument avoir lus pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Tous les écrits d'Aurélien Barraud, moi je suis subjugué par la lucidité, la clairvoyance de ce monsieur. Et j'ai lu récemment son bouquin sur le plus grand défi de l'humanité, qui est vraiment un bouquin que tout le monde devrait lire. Il a tellement raison dans tout ce qu'il dit dans son bouquin. Donc, ou Marine Calmet aussi, qui a écrit un super bouquin sur les gardiens de la nature. Enfin bon, on a la chance d'avoir... Il y a du matériel pédagogique, il y a du matériel... Et puis il y a beaucoup de podcasts aussi, Sismic, qui est de Julien Devorex, qui pendant pas mal d'années, moi, m'a beaucoup nourri. Le Ralentir opéré, de Timothée Parry, qui est quand même le bouquin qu'il faut avoir lu aujourd'hui pour bien comprendre les fausses idées de l'économie classique qu'on essaie de nous mettre dans la tête tout petit et qui sont des idées fausses. Il faut faire avenir cette économie écologique dont parle Timothée dans son bouquin, les écrits de Dominique Bourg, de Dominique Méda. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, franchement, on manque pas de savoir livresque. Dans des bouquins, dans des podcasts, dans des documentaires, il n'y en a pas encore assez de documentaires. S'il y en a un qui est sorti, qui est très très bien, qui a passé au Ushuaïa il y a quelques jours, s'appelle Responsable, où il y a 3 business cases qui sont présentés sur le chocolat, sur une grande boîte de retail et puis une boîte de fringues. Où on voit des patrons qui ont vu la Vierge, là, pour le coup, ils ont compris le truc, ils démontrent d'ailleurs comment ils ont démonté leur modèle d'affaires pour le remettre dans les limites planétaires. Ça, c'est ce genre de documentaire qu'il faudrait continuer de véhiculer. C'est un peu comme le film Don't Look Up. Je pense qu'il en faudrait d'autres, des fictions comme ça, pour éveiller les consciences. Et donc nous, en tout cas, moi, le temps qui me reste, je vais essayer de travailler aussi sur ces fictions, parce qu'on a besoin de récits, je répète. On a besoin de récits, on a besoin de donner envie d'avoir envie, comme disait notre ami John. D'accord. Et alors, demain, je change de vie. Si vous deviez changer de carrière demain, qu'est-ce que vous feriez ? De carrière ? Oui. J'irais jouer au boule. Au boule ? Ouais, au boule, et puis faire du VTT dans la montagne. Et puis carrière ? Voilà, c'est ma carrière. Ça. Mais quoi vous me demandez carrière, moi j'ai 60 ans, madame. Ma carrière, elle est derrière moi, donc it's finish. Vous travaillez encore ? Oui, je travaille encore, mais je travaille toute ma vie. Je ne travaille pas, d'ailleurs, j'essaye de me rendre utile. J'ai pas l'impression... je ne sais plus qui disait que heureux sont ceux qui ont leur passion pour métier. Moi, c'est mon métier, c'est ma passion aujourd'hui. Et mais votre métier, vous ne travaillerez pas un jour de votre vie ? Voilà, exactement. Mais c'est quoi ? C'est Bossuet qui a dit ça ? C'est Beaumarchais ? Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est beau, connaissais ça doit être chinois, alors. Non, mais bon, j'ai pas l'impression de travailler. J'essaie de me rendre utile. Et les gens qui se rendent utiles, ils n'ont pas l'impression de travailler. Donc, lorsqu'on se rend utile, je pense. Et si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous pouviez changer un événement dans le passé pour que la planète aujourd'hui se porte un peu mieux, qu'est-ce que vous feriez ?
Un événement dans le passé. Le bug, il date du début. Hein. Pas si longtemps que ça. Ouais, je pense que, je sais pas, il y a David Graeber c'est Boller dans son bouquin sur le bug humain là, qui dit qu'il y a un truc dans le triatum là, qui nous fait faire des choses qui sont pas très, que les animaux n'ont pas. Donc il y a peut-être à reconfigurer notre cerveau, le fait qu'aujourd'hui on détruit notre environnement, c'est un peu con. Il n'y a aucun autre animal sur cette planète qui détruit autant son environnement. Bon, il y a peut-être à reprogrammer en C++ le cerveau humain. Pour qu'il n'ait pas cette envie de détruire son environnement. Je pense que là, il y a un gros bug. Et si on pouvait corriger le programme informatique, si tant est qu'il y en a eu un jour, ça, c'est ce que je dirais à Dieu quand je le verrai. D'accord. Et est-ce qu'il y a une citation inspirante qui guide vos actions dans le domaine de l'écologie ? Oui, c'est toujours la même. Je dis souvent, dans la vie, ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Et alors, qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez ? J'ai la réputation, en tout cas, de faire ce que je dis. C'est déjà bien. Voilà. C'est pas le cas ça agace pas mal, mais c'est comme ça. Donc, quand on a décidé ou quand j'ai décidé de faire un truc, ou quand on m'a demandé de faire un truc et que je pense que c'est bien, il ne faut pas s'étonner que je le fasse. Voilà. Et bonne transition vers ma dernière question. Si vous étiez président et qu'en plus vous faisiez ce que vous dites, quelle serait votre première bataille à mener ? La première bataille, si j'étais président, moi je pense que ce qui me plairait, c'est de rester président 15 minutes. Parce que je pense qu'en 15 minutes, on peut sauver le monde. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 minutes ? Vous lirez mon prochain livre. Il s'appelle 15 minutes pour sauver le monde ? Vous verrez bien. Super. Merci encore Fabrice Bonifay d'être passé nous voir. Donc je rappelle que vous êtes le directeur du développement durable et QSE de Bouygues, que vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle L'entreprise contributive, que vous êtes président du C3D et administrateur du Shift Project. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui et à bientôt. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast de l'IF Média.